Bienvenue à tous. On plonge aujourd'hui dans un univers assez fascinant, je trouve, celui des enchantements celtiques. Ah oui, un sujet passionnant. Ouais, on va essayer d'aller un peu plus loin que les clichés habituels sur la magie et les sorts pour découvrir une tradition qui est vraiment au carrefour de l'histoire de la spiritualité et d'une connexion très profonde à la nature. Exactement. Vous allez voir, c'est vraiment une approche holistique qui nous invite à repenser notre place dans le monde et à vivre en harmonie avec les éléments. Tout à fait, c'est une philosophie, une façon d'être au monde qui est très inspirante, même aujourd'hui. Alors, pour commencer notre exploration, on va parler de figures centrales de cette tradition, les druides. On les imagine souvent comme des personnages mystiques un peu enveloppés de mystère. Mais qui était-il vraiment? Quel rôle jouait-il dans la société celtique? Alors, figurez-vous que dans la société celtique, les druides, ils cumulaient un peu tous les rôles importants. Imaginez un peu votre médecin, votre professeur, votre guide spirituel et même votre conseiller politique, tout ça réuni en une seule fonction. Ah ouais, quand même. C'est assez impressionnant. Donc on est loin du cliché de l'ermite retiré dans la forêt qui pratique des rituels secrets. Oui, tout à fait. On dirait qu'ils étaient vraiment au cœur de la vie communautaire et qu'ils façonnaient la société à tous les niveaux. Absolument. Ils avaient un rôle central, ils étaient les gardiens de la sagesse, les transmetteurs des traditions. Mais du coup, comment est-ce que cette influence se manifestait concrètement? Eh bien, leur connexion profonde avec la nature était au cœur de leur pratique. D'accord. Ils considéraient la nature non pas comme un décor passif, mais comme un être vivant, vibrant, imprégné d'énergie spirituelle. C'est intéressant ça. On parle beaucoup aujourd'hui de l'importance de se reconnecter à la nature, de retrouver ce lien qu'on a un peu perdu. Est-ce que les druides, eux, avaient déjà cette conscience-là? Ah, mais absolument. Pour eux, la nature, c'était pas juste une ressource à exploiter, c'était une source de sagesse, un temple vivant. Ils considéraient les forêts comme des lieux sacrés. Et certains sites naturels, comme des clairières ou des arbres spécifiques, étaient vénérés comme des lieux de pouvoir, des lieux où l'énergie était particulièrement puissante. D'accord. Et puis leurs pratiques et leurs rituels, tout était rythmé par les cycles de la nature. Les saisons, les mouvements du soleil et de la lune, tout ça avait une signification pour eux. On comprend mieux pourquoi on associe souvent les cerfs de la nature aux arbres, aux forêts. Mais concrètement, comment est-ce que cette philosophie se traduisait dans leurs pratiques magiques? Qu'est-ce qu'on entend par enchantement celtique? Alors attention, les enchantements celtiques ne se limitent pas à lancer des sorts comme on l'imagine souvent. Oui. C'est toute une philosophie, un art de vivre en harmonie avec les forces de la nature. Et cette philosophie, elle repose sur des principes clés. L'un d'eux, c'est l'harmonie avec les quatre éléments, la terre, l'eau, l'air et le feu. C'est fascinant ça. Est-ce qu'on peut dire que chaque élément avait une signification particulière pour eux? Comment ils utilisaient cette connaissance des éléments dans leur pratique? Chaque élément était perçu comme une force vivante, possédant ses propres caractéristiques, sa propre énergie. Pour les druides, un enchantement réussi, ils devaient tenir compte de ces éléments et les utiliser de manière équilibrée. Par exemple, l'eau, elle était associée à la purification, la guérison, l'intuition, tandis que le feu symbolisait la transformation, la passion, l'énergie créatrice. Donc ils cherchaient à intégrer ces différents éléments dans leur rituel, un peu comme une recette magique avec des ingrédients précis. Exactement. On retrouve d'ailleurs cette idée d'équilibre entre les éléments dans beaucoup de traditions spirituelles, même aujourd'hui. Mais au-delà des éléments, un autre principe fondamental des enchantements celtiques, c'est l'intention. Ah, l'intention, c'est-à-dire la volonté, le but qu'on met derrière une action. Est-ce que ça veut dire que la réussite d'un enchantement dépendait de l'état d'esprit du druide? Précisément. Pour les druides, la puissance d'un enchantement, elle résidait avant tout dans la clarté et la sincérité de l'intention du pratiquant. Les mots, les gestes, les objets utilisés n'étaient que des supports à cette intention. D'accord. Ils accordaient une grande importance à la purification du cœur et de l'esprit avant de pratiquer un enchantement. Donc ce n'est pas juste une question de technique ou de formule magique, c'est l'état d'esprit, la pureté de l'intention qui compte vraiment. On pourrait presque faire un parallèle avec la méditation ou la visualisation où la concentration et l'intention jouent un rôle clé. C'est une excellente comparaison. Les druides étaient de véritables maîtres de la concentration et de la visualisation. Une intention malveillante ou égoïste pouvait se retourner contre le pratiquant. L'énergie suit l'intention. C'est vraiment fascinant. On voit que la magie celtique est bien plus profonde qu'on ne le pense. Mais on n'a fait qu'effleurer la surface. J'ai lu quelque chose à propos de l'importance des cycles naturels dans la magie celtique. Est-ce qu'on peut en parler un peu plus?
On parlait justement de l'importance des cycles naturels dans la magie celtique. Oui, c'est vrai. C'est une approche tellement holistique qui prend en compte tous les aspects de la vie et de la nature. Mais j'avoue que j'ai un peu de mal à imaginer comment tout cela se traduisait concrètement dans la vie quotidienne des Celtes. Est-ce que ces pratiques étaient réservées à une élite ou est-ce que la magie celtique, elle était accessible à tous? Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la magie celtique, elle n'était pas réservée à une élite, elle était intégrée à la vie de la communauté. Elle rythmait le calendrier avec des fêtes, des célébrations. On retrouve des traces de ces pratiques dans les cérémonies collectives, mais aussi dans les gestes du quotidien. Ah d'accord, donc la magie celtique était présente partout, pas seulement dans des rituels secrets. Est-ce qu'on peut avoir des exemples concrets de ces pratiques? Bien sûr. Prenons par exemple les cercles sacrés, souvent délimités par des pierres. Hmm. Les druides et leurs adeptes, ils se réunissaient régulièrement en cercle pour invoquer les esprits, canaliser l'énergie collective, bénir la tribu, demander la prospérité ou la guérison. On a tous en tête l'image de Stonehenge, c'est un peu ça. C'est incroyable d'imaginer la force de ces rassemblements, l'énergie qui devait circuler entre les participants. Exactement. Le cercle symbolisait l'unité, l'égalité et donnait une dimension communautaire à la magie celtique. Et cette idée de cercle, on peut la retrouver aujourd'hui dans des pratiques comme les cercles de parole, ou même dans le simple fait de se réunir en groupe pour méditer, pour chanter. C'est vrai, on retrouve cette idée d'une énergie collective, d'un espace sacré créé par le groupe. Et en parlant de chant, est-ce que les druides, ils utilisaient des incantations dans leur pratique? J'ai lu quelque chose à propos des bardes, ces poètes musiciens, qui étaient très importants dans la société celtique. Absolument. La tradition celtique était largement orale, Oui. transmise par des chants, des poèmes, des histoires. Les bardes étaient les gardiens de cette mémoire et leurs chants étaient souvent imprégnés de magie. Les incantations étaient souvent chantées sur un mode lyrique pour élever la vibration de l'air ambiant et invoquer les forces de la nature. Donc la musique, la poésie, jouaient un rôle important dans la magie celtique. C'est fascinant de voir comment toutes les formes d'art étaient connectées à la spiritualité. Est-ce qu'ils utilisaient aussi des objets dans leur pratique? Des talismans, des amulettes, par exemple? Oui, créer des talismans à partir de matériaux naturels, chargés d'une intention particulière. Ces talismans pouvaient servir à la protection, à la guérison, à attirer la chance. Ils utilisaient des pierres, des plumes, des branches d'arbres, des os d'animaux, tout ce que la nature leur offrait. C'est intéressant. On retrouve un peu cette idée dans certaines pratiques modernes, comme la lithothérapie, qui utilise les pierres pour leurs vertus énergétiques. Mais est-ce que c'était simplement l'objet en lui-même qui avait du pouvoir? Ou est-ce qu'il y avait un rituel pour le charger d'une intention? L'objet en lui-même n'était qu'un support. Ce qui comptait vraiment, c'était l'intention qu'on y mettait. La fabrication de ces talismans était souvent accompagnée d'un rituel, d'une incantation, pour charger l'objet d'une énergie spécifique. Donc, encore une fois, on retrouve l'importance de l'intention, de la conscience qu'on met dans chaque action. Mais est-ce que ces pratiques étaient liées à des moments précis de l'année? On a parlé des cycles naturels. Est-ce qu'il y avait des fêtes ou des célébrations qui étaient particulièrement importantes pour la magie celtique? Absolument. Les Celtes étaient très attentifs au cycle du soleil, de la lune et des saisons. Ils célébraient les solstices et les équinoxes, et chaque moment de l'année avait une signification particulière. Les fêtes celtiques, comme Samhain, Ambolg, Beltane, Lughnasadh, étaient des moments privilégiés pour les rituels et les enchantements. Ah oui, j'ai entendu parler de ces fêtes. Est-ce que chaque fête était associée à un type d'enchantement particulier? Par exemple, est-ce qu'il y avait une fête pour la prospérité, une autre pour la guérison? Chaque fête marquait un moment important du cycle de la nature et était l'occasion de célébrations et de rituels spécifiques. Par exemple, Beltane, célébrée au début du mois de mai, était une fête de la fertilité, de l'amour, de la vitalité. C'était donc un moment idéal pour les rituels liés à ces thèmes. Samhain, célébré à la fin octobre, était une période où le voile entre les mondes était considéré comme plus fin. Un moment propice pour les rituels liés aux ancêtres, à la divination, à la protection. C'est passionnant de voir comment les enchantements étaient intégrés au rythme de la nature et de la vie communautaire. On voit bien que la magie celtique n'est pas une pratique isolée, réservée à une élite, mais qu'elle imprègne tous les aspects de la vie. Mais est-ce que cette sagesse ancestrale, elle a encore des choses à nous apprendre aujourd'hui? On peut s'en inspirer dans notre vie moderne. Alors on se retrouve pour la suite dans notre exploration des enchantements celtiques. On a vu à quel point cette tradition est riche, ancrée dans une relation harmonieuse avec la nature. Oui, c'est une tradition qui nous invite à ralentir, à observer, à écouter le langage de la nature.
Mais j'avoue, je me demande encore comment intégrer un peu de cette magie dans nos vies modernes. Ouais. Est-ce qu'on peut s'inspirer de la sagesse druidique au quotidien? Mais bien sûr, la magie celtique, c'est avant tout une manière d'être en harmonie Ouais, avec la nature, avec soi-même, avec les autres. Et c'est un message qui résonne particulièrement fort aujourd'hui, alors qu'on ressent tout le besoin de se reconnecter à l'essentiel. C'est vrai. On a peut-être perdu cette connexion à la nature, Oui. cette conscience du sacré dans le quotidien. Mais concrètement, comment on peut faire? Comment intégrer un peu de cette magie celtique dans nos vies? Est-ce qu'il existe des rituels simples qu'on peut pratiquer facilement? Il y a plein de petites choses qu'on peut faire au quotidien. On peut créer un hôtel naturel chez soi, Hmm. avec des éléments de la nature, des pierres, des branches, des feuilles, des fleurs. On peut se reconnecter au cycle lunaire, choisir nos activités en fonction des phases de la lune. On peut apprendre le gamme, méditer en pleine nature, célébrer les fêtes celtiques. Ce sont des gestes simples, mais qui nous permettent de renouer avec cette sagesse ancestrale. J'adore l'idée de l'hôtel naturel. Oui. Ça permet de créer un espace sacré chez soi, un lieu dédié à la connexion avec la nature et à la pratique spirituelle. Et vous avez parlé de rituels simples. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples d'enchantements celtiques qu'on peut facilement intégrer à notre vie quotidienne? Avec plaisir. Commençons par un rituel de protection très simple. Mm. Utilisant le sel et les herbes. Vous avez besoin d'un peu de sel, idéalement du sel marin, et d'herbes protectrices comme la sauge ou le romarin. Ensuite, vous formez un cercle autour de vous avec le sel et vous dispersez quelques brins d'herbe dans ce cercle. Vous pouvez prononcer une formule simple comme Polga. Par le sel et les herbes, je repousse toute ombre et toute malveillance. C'est vraiment accessible, pas besoin d'ingrédients compliqués ou de formules magiques complexes. L'important, c'est l'intention qu'on met dans le rituel, c'est bien ça. Exactement. L'intention, c'est la clé de voûte de tout enchantement. Visualisez la protection, sentez une énergie positive vous envelopper. Passons maintenant à un rituel de guérison, utilisant une pierre. Chaque pierre a ses propres vertus. Pour un rituel de guérison, vous pouvez choisir un quartz rose, une améthyste ou une aventurine. Ah oui, les pierres. On en a parlé tout à l'heure avec le symbolisme des arbres. C'est vrai qu'on associe souvent des vertus particulières aux pierres. Mais comment est-ce qu'on utilise la pierre pour le rituel de guérison? Choisissez une pierre qui vous attire, qui vous parle. Tenez-la entre vos mains et prononcez un enchantement. En demandant à la pierre de se charger d'énergie de guérison, vous pouvez utiliser une formule traditionnelle ou créer votre propre incantation. Ensuite, vous placez la pierre près de votre lit ou sur la partie du corps que vous souhaitez soigner. Donc la pierre agit comme un canal pour l'énergie de guérison, un peu comme un talisman, chargé d'une intention particulière. Exactement. Et n'oubliez pas de remercier la pierre, de la purifier régulièrement pour qu'elle conserve son énergie. Et pour finir, je vous propose un rituel de connexion à l'énergie des arbres. Choisissez un arbre qui vous attire. Approchez-vous de lui, posez vos mains sur son tronc et fermez les yeux. Ah, les arbres. On a beaucoup parlé de leur importance pour les druides. Ils étaient vraiment sacrés pour eux. Mais qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a les mains sur l'arbre? Visualisez l'énergie de l'arbre qui circule dans votre corps. Imaginez que vous vous enracinez avec lui. Vous pouvez aussi lui parler, lui demander de partager sa force, sa sagesse, sa protection. Waouh, c'est une image très puissante. On se sent tout de suite plus ancré, plus solide. C'est vraiment magnifique de voir comment on peut utiliser des éléments simples de la nature pour se protéger, se soigner, se connecter à des énergies positives. Mais est-ce que ces rituels sont figés ou est-ce qu'on peut les adapter, les personnaliser? La magie celtique, c'est une tradition vivante qui s'adapte aux besoins de chacun. L'important, c'est de respecter la nature, d'agir avec intention et gratitude. Vous pouvez utiliser les éléments qui vous parlent, créer vos propres formules, adapter les rituels à vos besoins. C'est une belle invitation à la créativité, à l'exploration personnelle. On sent qu'il y a une grande liberté dans la magie celtique. Une invitation à se reconnecter à son intuition, à sa propre sagesse intérieure. Exactement. L'essentiel, c'est de retrouver cette connexion à la nature, cette conscience du sacré dans le quotidien. Et n'oubliez pas que la magie est partout autour de nous. Il suffit d'ouvrir les yeux, le cœur et de se laisser guider par la sagesse de la nature. Merci beaucoup pour ce voyage passionnant au cœur de la magie celtique. J'ai l'impression d'avoir découvert un trésor de sagesse et de beauté. J'espère que nos auditeurs ont ressenti la même chose et qu'ils auront envie d'explorer davantage cette tradition. À bientôt pour une nouvelle plongée dans l'inconnu. Si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne rater aucune notification. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et X pour plus de contenu exclusif. Et pour aller encore plus loin dans votre voyage spirituel, visitez cielcristallin.com, où vous trouverez des articles, des guides et bien plus encore pour nourrir votre chemin intérieur. À très bientôt chez les éclaireurs.